Alors, nous allons parler, du chapitre 7 et du chapitre 8. Le chapitre 7 d'abord qui s'intitule «Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait». Comme, chaque fois, je vais d'abord résumer le chapitre et ensuite passer à quelques axes et pistes d'analyse pour mieux vous aider à comprendre ces passages. Dans le chapitre 7, Candide est conduit par une vieille dans une maison où il est soigné et rapidement guéri de ses blessures. Quelques jours plus tard, sa mystérieuse protectrice l'entraîne dans un lieu caché et merveilleux. Cette maison de rendez-vous paraît à Candide comme un songe agréable. Et comme dans un rêve, il croit soudain voir apparaître Mademoiselle Cunégonde. C'est elle, d'ailleurs, cri d'émoi, émotion, évanouissement réciproque, et chacun de conter son aventure étrange, à commencer par Candide, qui raconte de la manière la plus naïve la suite singulière de ses malheurs depuis le début de l'aventure. Alors nous allons aborder deux pistes pour analyser ce passage. D'abord la question de la parodie du romanesque et ensuite la métamorphose de Cunégonde. Alors le roman, dès son apparition au Moyen Âge, a suscité de nombreuses parodies, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, le roman de Renard, qui caricaturait à sa manière la chanson de geste. Au XVIIIe siècle, qui voit l'essor de ce genre longtemps décrié, il en va de même. Les lecteurs raffolent de ces ouvrages aux situations convenues, aux personnages stéréotypés, aux pathétiques larmoyants. Le grand maître en la matière est l'anglais Richardson, qui arrachait à Diderot des torrents de larmes, dit-on. Peu de temps après Candide, en 1762, Rousseau réussira à son tour le best-seller romanesque de son siècle avec sa nouvelle Héloïse, roman épistolaire qui exploite des recettes connues en y ajoutant la dose nécessaire de moralisme et de philosophie. Voltaire lui-même, dans Zadig et plus tard dans L'Ingénu, exploitera aussi le filon du sentimentalisme. Pour l'heure, il se laisse aller à sa verbe endiablée et parodie tous les clichés romanesques de son temps. D'abord, il y a le cadre, qui est celui d'un rendez-vous galant, une maison isolée. Il y a un escalier, on y trouve un escalier dérobé, un canapé de brocart, qu'on va retrouver, enfin des motifs qu'on va retrouver dans tous les romans légers et licencieux de l'époque. Ensuite, il y a la scène des retrouvailles, due à un destin bienfaisant, et qui donne lieu à un déluge d'émotions qui traduisent des attitudes extrêmes. Voltaire nous dit que Candide tombe à ses pieds, que Cunégonde tombe sur le canapé, et évidemment des clichés du genre des soupirs, des larmes, des cris. Alors voyons à présent l'objet de ces émotions, évidemment, qui sont personnifiées par le personnage de Cunégonde. Si la maturation de Candide à travers le roman est longue, il s'agit bien d'un roman d'apprentissage, donc c'est évident que le parcours va être beaucoup plus long pour Candide. La transformation de Cunégonde, elle, est beaucoup plus rapide. Alors, nous savions que cette jeune fille avait beaucoup de dispositions pour les sciences et qu'elle était toute remplie du désir d'être savante, c'est ce qu'on a appris au chapitre 1, et l'expérience a comblé plus que mesure sa naturelle curiosité. Mais elle a su tirer des leçons de l'expérience sans traumatisme particulier. Le fait d'avoir été violée et agressée est visiblement surmonté. Voltaire nous dit: si fait, dit la belle Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Si la métamorphose morale est sensible, la métamorphose physique ne l'est pas moins. La jeune fille en fleurs, un peu grassouillette, est devenue, dans ce chapitre, une femme, nous dit Voltaire, d'une taille majestueuse, brillante, de pierreries, et, comme l'auteur va l'appeler, une dame. On peut passer directement au chapitre suivant qui traite justement de l'histoire de Cunégonde. Dans le chapitre précédent, Candide a raconté ses aventures. C'est au tour de Cunégonde de narrer les épisodes qui l'ont séparé de Candide. Je résume d'abord le chapitre, comme toujours, et nous passerons ensuite à trois axes pour mieux le comprendre. Donc Cunégonde raconte ici la longue litanie de ses malheurs. D'abord le viol dont elle fut victime lors du sac du château de la part d'un grand Bulgare haut de 6 pieds qui lui donna un coup de couteau dans le flanc gauche. Son esclavage ensuite en tant que fille à soldat, puis en tant que femme entretenue, en dépit de ses protestations de vertueuse résistance, partagée entre le juif, Don Iscar, et banquier, qui est banquier de la cour, et le grand inquisiteur.
Elle évoque ensuite la cérémonie de l'autodafé organisée par l'un de ses protecteurs, cérémonie mondaine. Voltaire nous dit on servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Et durant cette cérémonie, elle a la surprise et la douleur de voir exécuter son cher Candide et son ancien précepteur, maître Pangloss. Tout au bonheur de s'être retrouvés, les deux jeunes gens soupent puis se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. C'est alors qu'arrive, sur ces entrefaits, Don Iscar qui vient jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Je crois que vous avez eu un exercice à réaliser à propos de ce chapitre. Donc vous le connaissez déjà. 3 axes pour bien le comprendre. Le premier se traitera de la question récurrente du meilleur ou du pire des mondes. La seconde piste traitera la parodie du romanesque. Et finalement, la dernière piste de ce chapitre abordera la question de Cunégonde en tant qu'héroïne mûre. Le meilleur ou le pire des mondes, c'est un thème récurrent dans tout le conte Candide. Et en dépit de la rhétorique leibnizienne que continue à utiliser Cunégonde, le récit que fait la jeune fille est toujours jolie baronette montre que ce monde-ci est en fait le pire des mondes. D'abord, la guerre est omniprésente avec son cortège de massacres. Cunégonde nous dit que les soldats égorgèrent son père, son frère et coupèrent sa mère par morceaux. L'hypocrisie, ensuite, qui est la règle de conduite des élites. Il est singulier et pour le moins contraire à la morale chrétienne que le grand inquisiteur lorgne à la messe la belle Cunégonde et en partage les faveurs avec un juif influent qu'il devrait, en toute logique, livrer à l'autodafé. Et finalement, la conduite de la femme qui est servile, soit elle est réduite à l'état d'objet sexuel, soit elle est réduite à l'état de servante, mais in fine, elle est toujours dépendante du désir des hommes. L'axe 2 traite de la parodie du romanesque. La technique de l'histoire enchâssée dans une œuvre plus vaste est un processus connu et pratiqué. Elle l'a été notamment par Madame de Lafayette dans son célèbre roman La Princesse de Clèves et aussi par l'abbé Prévost dans ses mémoires d'un homme de qualité et par beaucoup d'autres. Donc ce moyen d'enchâsser un récit dans un autre permet à la fois des récits rétrospectifs. C'est une deuxième relation que nous avons ainsi de la destruction du paradis de Thunder Dentrock et de produire aussi des effets de miroir. L'histoire de Cunégonde aura pour écho l'histoire de la vieille. Mais ce à quoi le conteur se livre ici, avec des délices apparents, d'exagération, d'hyperbole, c'est aussi une parodie des romances sentimentaux, on l'a dit pour le chapitre précédent, dans lesquels une belle et chaste héroïne résiste aux assauts de vilains séducteurs. Et en effet, en dépit des déclarations peu crédibles de l'héroïne, une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Il est clair que la sensualité domine le personnage, je ne nierai pas qu'il ne fut très bien fait et qu'il n'eut la peau blanche et douce, dit-elle à propos de son capitaine des Bulgares. Il faut y ajouter un brin de coquetterie, il me trouvait fort joli, il faut l'avouer, un sens inné de la rouerie pour tirer parti de ces deux amants attitrés et fortunés. La parodie est aussi sensible dans l'exagération caricaturale des émotions et des sentiments. On le voit dans plusieurs passages, je vous en cite 3. Mais quelle ne fut pas ma surprise, mon effroi, mon trouble, ici par une accumulation. Ensuite, ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur et du désespoir. Encore une fois, une accumulation, voire une gradation. Et finalement, j'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Mais on trouve encore dans ce chapitre les stéréotypes du roman libertin, notamment par la présence du fameux canapé, lieu prédestiné évidemment à des ébats amoureux. Finalement, on découvre à l'occasion de ce chapitre une héroïne plus mûre. Le chapitre précédent nous avait laissé entrevoir la métamorphose physique, l'adolescente enveloppée est devenue une femme aujourd'hui majestueuse.
La métamorphose morale n'est pas moindre. Certes, elle n'a pas encore réussi, Cunégonde, à se débarrasser totalement, des clichés, leibniziens, mais elle a vite compris la leçon du monde dans lequel elle vit et qu'on pourrait résumer en 3 points. D'une part, elle sait tenir le double langage, qui est celui, d'une cocotte, comme on dira plus tard au XIXe siècle, et d'une femme entretenue. Elle sait ensuite, comparer et les niveaux de richesse. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur terre de si beau que le château de Thunderdamtrock. J'ai été trompé. Et la blancheur des peaux masculines, je vous dirais que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celui de mon capitaine des Bulgares. Finalement, elle a vite compris, Cunégonde, que l'optimisme n'était que sornette et billevesée. Elle nous dit que Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde.